Sans plus attendre, bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi et bienvenue au webinaire portant sur la planification avec Gestisoft qui portera principalement sur l'outil MRP. Donc, Dina, si tu veux te présenter officiellement. Oui, donc bonjour, je m'appelle Dina Aboudiab, j'ai un background en gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. Puis, je suis conseillère Dynamics 365 Business Central chez Gestisoft dans l'équipe opération. Je me présente à mon tour, donc Audrey-Anne Soucy, conseillère Dynamics 365, aussi dans l'équipe opération chez Gestisoft. Et en fait, je cumule de l'expérience principalement en distribution et tout ce qui a trait à la logistique d'une chaîne d'appro. Donc, alors pour l'agenda de la séance d'aujourd'hui, il sera d'abord question des objectifs, donc aider rapidement et facilement les PME dans leur planification, des prévisions et des sources de demande jusqu'à la vente. Nous discuterons ensuite de la chaîne d'approvisionnement telle que nous la connaissons. On va poursuivre avec un survol des stratégies manufacturières qui s'adaptent à notre contexte et notre industrie et qui se reflèteront dans les paramètres de planification dans le cadre de l'utilisation du MRP. Il sera ensuite question du MRP en guise d'outil de planification, donc de manière très générale, le plan de production et le plan des besoins matières, puis son fonctionnement, donc tout ce que ça comprend, ses données, les multiniveaux, l'ordonnancement et sa configuration de base. Ensuite, il sera question des différentes politiques de réapprovisionnement. Donc, soit à la commande, lot pour lot, quantité fixe de commande et quantité maximale, et de la classification ABC. Donc, afin de comprendre et assurer la gestion de ces stocks et de sélectionner en fait la politique de réapprovisionnement la plus adaptée à ces articles. Finalement, on va voir un reflet du MRP dans un système intégré, puis on va pouvoir conclure et passer à une période de questions. Donc, à la fin de ce webinaire, vous serez en mesure de mieux d'abord saisir les impacts des stratégies manufacturières dans votre contexte d'affaires, l'importance de refléter ces stratégies dans tous nos processus, de comprendre les différents principes entourant la planification, donc d'évaluer les politiques de réappro et leurs différents paramètres adaptés aux articles, puis d'avoir une idée globale en fait de ce qui est pris en compte dans le MRP, puis finalement de bien comprendre le rôle du MRP, soit un outil d'aide à la décision en centralisant la planification des achats et de la production. Donc, tout ce qui est au niveau de nos objectifs d'efficacité, prise de décision, repérage des enjeux, et le respect des politiques de réapprovisionnement sélectionnées. Donc, je vais prendre la parole. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne la planification grâce à l'outil de MRP, nous allons faire un petit pas de recul et faire un survol sur ce que représente une chaîne d'approvisionnement comme on la connaît. Donc, un modèle de chaîne d'approvisionnement générique englobe tout un ensemble logistique. On parle ici du processus à partir de l'approvisionnement en matières premières chez un fournisseur, de la distribution de ceci, en passant par la production, sur la transformation des matières premières en produits finis, jusqu'à temps que les produits soient vendus aux consommateurs finaux. Donc ici, il y a une forte interdépendance entre les nombreux intervenants de la chaîne. Chaque entreprise doit composer avec plusieurs acteurs pour répondre aux différents besoins des consommateurs. Donc, un exemple d'interdépendance, on va dire qu'un fournisseur va nous annoncer un délai de livraison sur une composante critique pour fabriquer un produit. Donc, la fabrication va être retardée, donc le produit ne va pas être disponible à la vente au moment que le client le souhaite. Donc, cette interdépendance rend critique le flux d'informations entre les différentes parties prenantes de la chaîne. Par exemple, si mon fournisseur m'aurait prévenu quelques mois à l'avance, dans la mesure du possible, qu'il anticipe manquer d'une composante, l'entreprise productrice du produit fini peut trouver, si possible encore, un autre fournisseur ou même une composante substitut afin de remédier en fait à la situation. Donc, on peut prendre des décisions en amont. Bref, qu'on soit un fabricant, un distributeur ou un producteur, une partie intégrante des processus demeure la planification des achats jusqu'à la vente. Puis, les décisions qui vont être prises en ce qui concerne l'approvisionnement, la fabrication et la distribution prennent en compte le besoin du consommateur final. Donc, ce qui va nous amener à vous présenter aujourd'hui l'outil de planification MRP plus en détail. Lorsque celui-ci est bien paramétré, il va suggérer des messages, puis on peut décider de prendre une action, ce qui facilite la prise de décision en amont et également permet une meilleure communication entre les différentes parties prenantes dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est une bonne pratique qui permet de gagner en efficacité et
et qui permet de réduire nos coûts. Donc, comme nous venons de le voir, dans une chaîne d'approvisionnement, il y a différents consommateurs finaux qui souhaitent avoir différents produits. Les produits peuvent avoir différentes caractéristiques, différentes complexités et même différentes valeurs monétaires. Donc, pour s'approvisionner en conséquence, il existe différentes stratégies manufacturières. Dans une même entreprise, il y a différents types de produits vendus qui peuvent être traités selon différentes stratégies. Donc, dans un outil de planification, les stratégies vont être reflétées selon la configuration qui va être effectuée sur les articles. Cette configuration permet d'avoir des propositions qui vont être générées par le MRP. Donc, lorsqu'on parle de MRP, il est très important de savoir qu'en fait, l'intrant principal de celui-ci pour qu'il puisse faire des propositions est la demande. Donc, il est important d'en connaître la source, soit de déterminer quand la demande va entrer en ligne de compte en fonction des différentes stratégies que je vais vous présenter. Donc, dans les différentes stratégies, on a le Engineer to Order, le Make to Order, le Assemble to Order et le Make to Stock. Donc, quand on utilise l'Engineer to Order, cette stratégie est généralement pour les produits très complexes ou très spécialisés. Ici, c'est vraiment lorsqu'on parle de projet, quand on a un coût de développement qui va être pas mal élevé. On va recevoir une demande de conception du consommateur final. Le produit va être conçu pour répondre en fait aux spécifications qui ont été reçues. En ce qui a trait à l'approvisionnement, ça va se faire une fois que la conception est approuvée. Dans ce cas, il n'y a pas d'accumulation d'inventaire, ce qui va réduire les coûts d'entreposage. Par contre, il faut prendre en compte qu'on doit considérer les longs délais de réapprovisionnement. Donc, pour remédier à ça, certaines entreprises vont avoir une petite quantité de certaines matières premières en inventaire. Puis, quand on parle d'implication du client, quand on est Engineer to Order, le client est impliqué tout au long du processus. Les représentants de l'entreprise cliente vont collaborer avec l'équipe de fabrication tout au long pour s'assurer que chaque spécification est respectée. Si on passe au Make to Order, on peut avoir une grande variété de produits. On peut avoir des produits aussi plus personnalisés. Donc, la source de demande est le document de vente, la commande client, en fait. La production est toujours déclenchée par la demande réelle des biens. Une fois qu'on reçoit la commande client, on va s'approvisionner. Donc, ça va réduire les stocks. Cependant, les coûts unitaires des produits fabriqués sur commande sont généralement plus élevés. On fait moins d'économies d'échelle lors des achats. Donc, les délais sont plus longs également. Le client, lui, son implication, c'est qu'il peut préciser les spécifications qu'il souhaite avoir selon les différents choix de produits et personnalisation qui s'offrent à lui. Quand on arrive dans du Assemble to Order, on parle aussi de Postponement Strategy, soit la stratégie de différenciation retardée en français. Il y a un concept, en fait, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, puis c'est dans lequel que le fabricant va fabriquer un produit générique qui peut être modifié lors des étapes ultérieures avant le transport final vers le client. Donc, grâce aux modifications qu'on peut faire plus loin dans le processus, il est possible d'avoir quelques variétés dans les produits vendus. Dans ce cas-là, la source de demande sont les prévisions. On va avoir des prévisions sur les composantes et les sous-ensembles qu'on fabrique ou qu'on achète. Donc, le fabricant va stocker des pièces et des stocks de sous-ensembles, puis il assemble les pièces dans le produit final lorsqu'un client passe une commande. Donc, cela nous permet d'éviter de mettre l'ensemble de l'opération de fabrication et de la chaîne d'approvisionnement en attente des commandes des clients. Donc, on peut se prendre à l'avance. Donc, l'approvisionnement, en conséquence, va se faire selon les prévisions sur les composantes et les sous-ensembles, ce qui va permettre des délais plus courts que dans le Make to Order, par exemple. Le client peut donc personnaliser certaines fonctionnalités. Un exemple très connu est celui des ordinateurs Dell. Donc, quand on rentre sur le site Internet de Dell, le client il peut choisir parmi une gamme d'options pour chaque partie du PC, comme exemple les écrans, les processeurs. Puis, une fois que le client a passé sa commande, le PC est assemblé et expédié.
Donc, pour finir, il y a aussi le make to stock, qu'on parle de produits standards qu'on vend à grand volume. Donc, la source de demande, c'est celle des prévisions sur les produits finis. On va s'approvisionner selon les prévisions sur les produits finis. Puis, le client, il n'a pas d'implication puisque c'est un produit qui est standard, qui est accessible facilement. Donc, ça fait un peu le tour sur les points importants des 4 stratégies. Il ne faut pas oublier, par contre, que le marché peut pousser une entreprise à changer de stratégie manufacturière en fonction de l'évolution des besoins et de l'environnement de l'entreprise. Puis, la majorité des produits qui étaient dans le passé complexes à fabriquer sont devenus des produits qui sont standards. Par exemple, si on parle de stylos, peu importe. Donc, voilà pour ça. Donc, avant de passer à une mise en situation pour renforcer notre théorie, on voulait vous illustrer graphiquement les différences majeures entre les stratégies selon différents axes. Donc, on voit ici le volume de produits, la variété de produits et le délai. Donc, rapidement, en regardant les extrémités, soit le Engineer to Order et le Make to Stock, on peut voir que le volume de produits est élevé, que la variété est basse et que les délais sont courts lorsqu'on est en Make to Stock. Puis, on voit le contraire lorsqu'on est en Engineer to Order. Donc, la variété des produits est élevée, le volume des produits est faible et le délai est plus long. C'était juste pour avoir une petite illustration. Maintenant, pour faire un lien avec la théorie qu'on vient de voir, on va faire une petite mise en contexte selon une compagnie fictive que nous avons décidé d'utiliser aujourd'hui. Donc, l'entreprise Meubles et Accessoires vend des services et vend différentes gammes de produits en ligne afin de combler les différents besoins. Donc, le traitement des demandes clients et l'approvisionnement avec l'aide de son outil de planification, on va dire le MRP dans notre cas, sont différents selon les gammes de produits. Donc, si on met en contexte, notre premier contexte, si on parle de Engineer to Order, ça serait un contexte comme tel, comme par exemple, Meubles et Accessoires offre un service d'expert pour les projets spécifiques d'un client. Par exemple, une entreprise déménage dans un nouvel emplacement et souhaite aménager des bureaux uniques, modernes, de différentes mesures, avec des matériaux spécifiques, des couleurs non standards. En fait, Meubles et Accessoires va traiter une telle demande comme du Engineer to Order. Le client va participer tout au long de la conception et l'approvisionnement va se faire une fois la conception acceptée. Si on met un contexte sur le Make to Order, dans le cas de Meubles et Accessoires, ils vont mettre à la disposition des clients un catalogue de bureaux. Il va être possible de spécifier certaines mesures, certaines couleurs, certains types de poids. Par contre, la conception du produit est déjà faite. Le client choisit parmi un catalogue selon les différents choix existants. Pour mettre un petit peu de contexte pour le Assemble to Order, pour un type de bureau en particulier, on peut choisir d'avoir un rangement ou 2 rangements, un choix de couleurs limité. Les mesures sont standards pour tous les bureaux de cette gamme. Il garde en inventaire les boîtes de rangement, les pattes de bureau, les planches du dessus, les vis, etc. Puis, Meubles et Accessoires vont assembler le bureau une fois la commande est passée. Puis, pour finir, si on veut relier un contexte pour le Make to Stock, Meubles et Accessoires va laisser à la disposition des clients un bureau standard, basique, qu'il distribue également dans des magasins de surface. Donc, c'est un produit qu'il a toujours en inventaire. Généralement, il est capable de livrer chez le client en quelques jours. Donc, nous avons passé au travers des 4 contextes pertinents selon les différentes stratégies. Je vais laisser la parole à Audrey-Anne qui va parler plus en détail de la planification. Super, merci Dina. Donc, nous allons pouvoir enchaîner avec quelques définitions et pouvoir ensuite mêler toute cette théorie avec des exemples toujours plus concrets. Alors, pour débuter, on ne peut pas parler du MRP sans parler du MPS, qui est le PDP en français, donc le plan de production, qui représente la planification en fait des produits finis dans un contexte de fabrication, d'assemblage, de transformation, etc. Donc, le PDP, lui, planifie les articles qui ont une demande dite indépendante. Donc, la demande provient directement des clients, des prévisions, puis des besoins.
Donc, la planification du plan de production se fait avant la planification du MRP, puisqu'évidemment, il est nécessaire de planifier les quantités à produire de l'article pour lequel nous avons une demande avant de pouvoir planifier les différentes composantes comprises dans l'article fini. De là, ce qui suit, le MRP qui, lui, va faire référence à la planification des besoins en matériaux pour la fabrication, comme on l'a dit. Par contre, sachez aussi que dans un contexte de distribution, c'est le MRP qui est utilisé là, pour la planification des stocks et des achats. Alors, plus précisément, dans un contexte de fabrication, le MRP planifie les articles qui ont une demande dépendante, donc qui dépendent de la planification des produits finis grâce à la nomenclature que présente le produit fini, donc son BOM. Puis dans un contexte de distribution, pardon, il s'agit de la planification du réapprovisionnement des différents articles vendus tels quels. Donc, dans les deux cas, le MRP voudra générer des suggestions de commandes en quantité optimale au bon moment en fonction des politiques de réapprovisionnement, des dates de livraison souhaitées et autres informations contenues dans le système, tout en respectant les stratégies de l'entreprise. Donc, comme on mentionnait, la réduction des coûts, répondre à un grand volume de demandes ou autres. Le MRP centralise l'information du système quant à la planification des articles et en génère les différents requis tout au même endroit, duquel on peut créer directement les bons de commande, modifier les dates de livraison, réviser les dates de réception, le cas échéant, etc. Évidemment aussi, le MRP prend en compte l'inventaire actuel et toute réception à venir. Tout ça va être illustré là, dans les prochaines minutes. On peut passer à la prochaine diapo. Alors, en résumé, l'objectif ultime du MRP, adapté à votre industrie et votre réalité, est de ne pas avoir d'inventaire à la fin de la journée. On prône donc ici l'optique du juste à temps. Le MRP permet ces trois éléments, donc, qui est d'assurer une visibilité de la disponibilité de la matière. En adoptant la méthode MRP, vous pouvez avoir connaissance de la quantité de matières premières disponibles en amont et ainsi organiser de façon plus efficace la gestion de vos projets de production et de vos ressources. Ensuite, le respect des délais de livraison. Donc, en prenant connaissance de la situation des stocks en amont toujours, vous êtes plus à même de prendre des décisions pertinentes, mais surtout de remplir les délais demandés. Puis finalement, le maintien d'un faible niveau de stock. Évidemment, tous est libre de choisir le niveau de stock qu'on juge optimal tant qu'on répond à la demande et que nous sommes en mesure d'éviter des coûts de stockage trop élevés ou du gaspillage de matériel. En résumé, il s'agit d'un processus d'achat et de gestion des stocks centralisés. Par contre, il ne s'agit pas d'intelligence artificielle. Si le MRP ne fera pas les tâches à notre place, il va nous proposer différents scénarios en fonction de la configuration de notre système. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Le MRP va demander, en regard à tous ces éléments, d'adapter la structure administrative, donc possiblement de revoir le rôle des acheteurs, des planificateurs, puisqu'il demande une vigie constante et une attention particulière aux données et paramètres. Il va surtout demander que tous travaillent de la même façon avec l'outil pour tirer davantage de son utilisation. Donc, on parlait de porter une attention particulière aux données, plus particulièrement la mise à jour des dates, le paramétrage des SKU, donc des unités de stock, et la précision de l'inventaire va être plus qu'importante. On peut faire un petit parallèle avec son fonctionnement là, au niveau du solveur d'Excel. Donc, c'est un peu comme un petit moteur, le MRP. Dans Excel, on va avoir plusieurs contraintes. Dans notre cas, c'est des paramètres, des dates, des délais. Puis le système va prendre en compte toutes ces contraintes-là afin de générer des résultats qui vont être une des propositions d'action à prendre, en fait. Alors, le moteur, on l'a ici au centre, la planification. Puis, on a plusieurs intrants et extrants qu'on va, en fait, on va les survoler rapidement. Donc, c'est toutes les données prises en compte dans le MRP. À gauche, les intrants, on a évidemment tout ce qui est la demande. Donc, ça peut être des documents de vente, des documents de service, des ordres de production, tout ce qui est projet, puis des prévisions aussi qui sont pris en compte, qui peuvent générer des résultats avec le MRP. Donc, tout ça va générer des besoins d'achat ou de production à différents moments, selon la stratégie manufacturière là, présente dans notre entreprise. Ensuite, l'offre existante, donc ce qu'on a déjà dans le système, les bons de commande en cours, les ordres de transfert d'une succursale à l'autre, dans le cas où on en aurait plusieurs, des ordres de production planifiés, etc. Le niveau de stock, donc l'inventaire disponible actuellement, puis les paramètres de planification, donc ce qu'on appelle les données maîtres. Les unités de stock, comme on parlait, les SKU, qui permettent la gestion des articles en fonction de leur emplacement. Donc, exemple, on peut avoir des délais de réapprovisionnement différents si l'article se trouve dans un entrepôt voisin du fournisseur versus notre autre entrepôt se trouve dans une province différente. Donc, évidemment, les délais de livraison, par exemple, vont être différents. De là, le paramétrage des SKU par emplacement. L'unité de vente peut différer aussi d'un emplacement à l'autre en fonction des différents besoins de nos clients desservis par les différentes succursales ou entrepôts, points de vente, etc. Donc, ce sont vraiment les paramètres de SKU qui vont être pris en compte par les MRP.
Ensuite, au niveau des paramètres de planification, on a aussi le stock de sécurité, donc soit la quantité de stock d'un même article qui permet de ne pas manquer de ces articles en attendant la prochaine commande. Un genre de zone tampon quantifiable. Notre multiple de commandes pour faire des économies d'échelle, par exemple, des minimums, des maximums de commandes, puis des points de réappro. Donc, tout ça, c'est vraiment tout ce qui entoure nos différentes politiques de réappro. Ensuite, toujours dans les paramètres de planification, pardon, on va avoir nos nomenclatures, donc les BOM de nos articles fabriqués, soit la liste complète de tous les articles, pièces, matières premières et assemblages nécessaires dont on a besoin pour la fabrication de notre produit. La nomenclature va comprendre aussi, évidemment, des indications sur l'achat des matériaux. Ensuite, les itinéraires, donc pour visualiser et gérer les processus de fabrication. L'itinéraire présente chaque étape par laquelle le produit doit passer dans sa fabrication, pardon. Donc, soit les machines, les tables de travail et le temps et les coûts rattachés à chacune de ces étapes-là. Donc, l'itinéraire est la base de la programmation aussi des processus et des capacités de l'affectation programmée du matériel en fonction des besoins et des documents de production. Tout ça va se refléter dans le MRP par des délais. Donc, évidemment, c'est le temps qui va être pris en compte pour la planification à l'aide du MRP. Donc, si on peut juste revenir avant, je m'excuse, pour parler des extraits rapidement. Le MRP, donc, va s'exécuter périodiquement afin de calculer les besoins et planifier le réappro, puis, en fait, de produire des recommandations, des avertissements, puis des meilleures actions à prendre en temps réel. Donc, les résultats peuvent être des propositions de commande, comme des bons de commande, des ordres de transfert, puis des ordres de production. Puis, les propositions d'action vont être, exemple, modifier des quantités, replanifier des PO. Ça peut être nouveau lorsqu'on va rouler le MRP pour la première fois ou que c'est une nouvelle source de demande, etc. Fait qu'on va tout pouvoir voir ça, en fait, en action un peu plus tard dans un système intégré. Alors, on peut passer au multiniveau. En fait, ça ici, c'est vraiment pour illustrer tout ce qui est pris en compte par le MRP. Donc, quand on parle de multiniveau, on parle des niveaux des nomenclatures d'assemblage. C'est vraiment pour montrer que le MRP est adapté au multiniveau, donc peu importe leur complexité. Fait que, de façon à bien le comprendre, on l'a imagé. Donc, on peut voir ici, dans un contexte de fabrication, que le niveau 0 est notre produit fini, donc notre demande indépendante, ce qui va être généré par le PDP. Ensuite, en dessous, on voit les différentes composantes nécessaires à la fabrication de notre produit fini, donc de notre vélo. Les niveaux 1 et plus, donc, sont la demande dépendante, celle qui dépend de la planification du produit fini. Fait qu'évidemment, on a besoin du niveau inférieur afin de procéder au niveau supérieur, peu importe si on a des sous-assemblages ou non de chacune de nos pièces. Fait que c'est vraiment pour illustrer que le MRP va vraiment prendre en considération tous ces articles-là avec leur propre configuration. Donc, évidemment, il va aller calculer celui qui prend le plus de temps pour être en mesure d'arriver au final au bon moment pour la production puis la livraison. Fait que de là, on va parler d'ordonnancement, qui est en fait comment la planification prend en compte tous ces niveaux. Donc, il y a deux méthodes de calcul de MRP. La première, c'est en backward, donc par en arrière, qui veut dire qu'on souhaite avoir notre item soit distribué ou fabriqué le plus tard possible. Le calcul backward sur chacun des niveaux, c'est vraiment afin de déterminer quelle date au plus tard, toujours en respect des politiques de réappro, on doit commander ou produire afin de livrer à temps. Donc, à partir de la date de livraison souhaitée, on va reculer en fonction des délais de chacun des pièces, de chacun des niveaux, jusqu'à la date la plus tard qu'il est possible de débuter afin de poursuivre la chaîne vers l'avant et de l'avoir juste à temps. En forward, donc vers l'avant, on va davantage planifier la production ou acheter le plus tôt possible. Si la machinerie, exemple, la main-d'œuvre en contexte de fabrication, est disponible maintenant, on va le commencer maintenant. Donc, ça fait en sorte aussi qu'ici, on va avoir une mise en inventaire de l'article versus la méthode backward où, théoriquement, la mise en inventaire serait vraiment juste au niveau système plus 1, moins 1 parce que la vente se ferait presque automatiquement. Donc, afin de s'assurer de faire la différence entre les deux, on va juste vous présenter deux petits schémas qui représentent chacune de ces méthodes. Donc, le backward, ici, on peut voir qu'on a notre produit fini A, puis sa date d'échéance est la semaine 7. Fait qu'on a nos différentes composantes, B, C, F, E, etc., qui sont nécessaires à la fabrication de notre produit A, avec chacun leur délai de livraison, ou leur délai de réappro. Donc, en calculant backward, on va dire, nous, on a besoin de notre produit fini à la semaine 7. Même si on a reçu notre commande à la date 0, c'est quand le plus tard qu'on peut le commencer pour pouvoir justement être prêt à la date d'échéance.
Donc, c'est vraiment ce que le système fait. De manière générale, le MRP, c'est de la façon qu'il calcule, étant donné qu'on prend juste à temps. Donc, en fonction des délais de chacune des composantes, puis on prend pour acquis qu'en ce moment, ici, on aurait besoin de F et E, un peu dans le bas du schéma pour être en mesure de produire C. Donc, tout ça est pris en compte et calculé automatiquement par le MRP. On serait en mesure de débuter à la semaine 2 la production pour être prêt à la semaine 7. À l'inverse, si en fait, on parle de forward, on va avoir notre date de commande toujours à la semaine 0, puis on va dès maintenant pouvoir la débuter. Donc, semaine 0, on lance la production. Fait qu'on voit qu'on a commandé la pièce G, ça nous prend 2 semaines avant qu'elle arrive. Une semaine avant qu'elle arrive, on a commandé D, pardon, puis avec les délais de livraison et tout. Fait que même chose, tout est pris en compte. Puis on voit qu'on va être en mesure de terminer la fabrication de notre produit fini à la semaine 7, alors que la date d'échéance est à la semaine 9. Donc, il va y avoir une mise en inventaire de 2 semaines pour cet article-là. Fait que la différence est ici. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, plus on travaille avec le MRP, plus il est complexe aussi, on va être en mesure de voir les différentes nuances, mais c'est possible de le calculer des deux sens. Fait que, par exemple, en premier lieu, évidemment, lui, il se calcule automatiquement en backward, étant donné que, comme je mentionnais, on est en juste à temps principalement. Mais pour être en mesure, exemple, qu'on est en retard ou qu'on voudrait replanifier, on pourrait le rerouler en forward et générer les dates de livraison possibles, entre guillemets. Ça ne sera pas montré aujourd'hui dans la démonstration, mais c'est juste super intéressant de savoir que c'est possible de le faire. Donc, je vais passer aux politiques de réapprovisionnement. Donc, il peut y avoir 4 politiques de réapprovisionnement, soit en fait des méthodes de planification différentes dans un système. Donc, en fait, chaque article va pouvoir être réapprovisionné selon une méthode tant que les champs de paramétrage sont bien définis. Ainsi, le MRP va générer des propositions. Puis, à partir de là, on va pouvoir prendre action en prenant des décisions. Donc, on va passer au travers des 4 politiques dans le système et également continuer avec notre mise en contexte avec notre compagnie fictive Entreprise Meubles et Accessoires. Donc, on va se réapprovisionner par commande lorsque les articles présentent une valeur élevée. On souhaite l'avoir en inventaire juste quand on en a besoin pour éviter des coûts d'inventaire élevés. Lorsqu'on est en fabrication, ça va être des pièces qui ont un coût d'approvisionnement plus élevé. Ça va être des articles que nous allons fabriquer à la commande. Donc, on va procéder à une planification spécifique pour chaque commande. Donc, la quantité commandée est calculée pour répondre à chacun des événements de demande. Puis, dans cette politique, il n'y a aucun paramètre de planification qui va être pris en compte. Quand je dis paramètres de planification, je parle des paramètres dans le système. Pour notre contexte, par exemple, si on reprend l'entreprise Meubles et Accessoires, on vend aussi des sofas de salon, dans notre exemple. Puis, une de ces gammes de sofas, elle est très dispendieuse. Elle va être faite avec du vrai cuir italien qu'il faut importer d'Italie, justement. Donc, il n'y a pas de commande client courante sur ce produit. Puis, pour éviter les coûts reliés à l'entreposage et l'approvisionnement, l'entreprise va s'approvisionner par commande pour ce produit. Par la suite, si on passe à la politique lot pour lot, elle est plus simple à utiliser et à gérer, en fait, et c'est celle qui est la plus flexible. Puis, pour être honnête, 90% en fait de nos clients utilisent cette méthode. Donc, lorsqu'on parle de fabrication, ça va être des composantes qui interviennent dans plusieurs nomenclatures. Puis, cette politique peut être utilisée facilement avec 80% des articles qu'on a. Donc, ça nous permet de regrouper, en fait, des commandes d'achat auprès d'un même fournisseur et ainsi pouvoir négocier de meilleurs prix et aussi réduire, en fait, les frais de transport. Donc, pour ce faire, il va falloir utiliser la notion de période de cumul de lot qu'on va voir dans les prochaines slides. Puis, la quantité proposée par le MRP va être calculée pour satisfaire la somme de la demande dans l'intervalle qui va être indiqué dans le champ de période de cumul de lot. Donc, en contexte, si on reprend encore notre exemple de meubles et accessoires, on va vendre cette fois-ci des chaises de salon qu'on vend assez régulièrement. Puis, pour répondre aux nombreuses commandes, Meubles et Accessoires va décider de regrouper les demandes sur la période de 1 mois en une commande. Puis, généralement, les demandes sur 1 mois lui remplit un camion complet de son fournisseur aux États-Unis, par exemple, ce qui va lui permettre de faire des économies de transport.
Quand on passe par la suite aux quantités fixes de commandes, c'est généralement utilisé pour les articles présentant peu de valeur pour l'entreprise, qui ont une demande assez prévisible. Aussi, cette politique est utilisée sur les articles pour lesquels on tolère de l'excès en inventaire. Et on sait que le roulement de stock va être élevé. Pour l'utiliser, il faut définir un niveau de stock à partir duquel une commande doit être passée chez un fournisseur. En pratique, lorsqu'il est généré, le MRP va proposer de passer une commande lorsque la quantité disponible en inventaire est au-dessous du point de réapprovisionnement paramétré à l'article en question dans le système. Puis, la quantité à commander proposée par le MRP représente le champ de quantité réapprovisionnement. Puis, avec cette politique, l'objectif est de garantir, en fait, une disponibilité constante d'un article en restant toujours au-dessus du point de commande. Pour la quantité maximale, cette dernière politique, en fait, est utilisée également pour les articles présentant peu de valeur. Cependant, comparativement à la politique quantité fixe qu'on vient de voir, on utilise la quantité maximale lorsque les capacités de stockage vont être limitées et qu'on souhaite avoir des économies de transport en commandant une certaine quantité. Donc, afin d'avoir des propositions du MRP, il va falloir paramétrer un ou plusieurs champs de modificateurs d'offres que nous allons voir prochainement, soit la quantité minimum ou maximum commande et la commande multiple. Donc, cette politique a comme objectif de garantir la disponibilité constante d'un article également, mais en restant toujours au-dessus du point de commande, mais en dessous de la capacité de stockage maximale, soit le champ quantité maximum inventaire dans le système. Donc, les politiques de rapprovisionnement, en fait, quantité fixe de commande et quantité maximale, font du sens pour environ 10 des articles des clients. C'est les politiques les moins conseillées parce qu'elles ne respectent pas la demande réelle et augmentent l'inventaire. Donc, ça augmente les coûts d'entreposage. Si on revient un peu à un contexte de meubles et accessoires encore, on va vendre des tasses de thé. Les commandes pour cet article elles vont être nombreuses, elles vont être régulières. Donc, pour une succursale, l'entrepôt est grand. Elle peut commander une grande quantité de tasses de thé qui se vendent rapidement. La succursale en commande à ce cas-là, par exemple, 20 boîtes en inventaire afin de ne pas en manquer. Puis une autre succursale, de l'autre côté, elle a des commandes de tasses de thé régulières aussi, mais manque de place dans son entrepôt. Donc, elle en commande à un certain point, mais on garde en inventaire un maximum de 50 boîtes. Donc, tous ces paramètres-là sont possibles dans le système. Puis la beauté de l'outil de planification MRP est que chaque article peut être paramétré selon une politique différente et selon les restrictions des différentes locations, dont l'importance des unités de stock qu'Audriane avait mentionné plus tôt. Ici, on va passer rapidement, en fait, on va parler un peu de la classification ABC, qui est une bonne pratique qui aide à avoir une meilleure idée en ce qui concerne le contrôle du stock et la planification de l'approvisionnement. Donc, en fait, cette pratique consiste à appliquer aux articles de faible valeur, faible volume, un contrôle moins strict comparativement aux articles ayant une valeur ou un volume élevé. Donc, plus une composante a une valeur élevée, moins on veut en avoir en stock. On peut aller par commande. Puis, moins une composante a une valeur élevée, plus on est tolérant d'en avoir en stock. On peut y aller avec point de rapprovisionnement. Puis, avec la classification ABC, les articles vont être gérés en fonction des 3 classes différentes d'après leur valeur et leur volume par rapport au stock final. Donc, lorsqu'on est dans les articles de classe A, qui représentent ceux qui rapportent le plus pour l'entreprise, c'est la partie de votre stock qui représente généralement une petite fraction qui génère environ, on va dire, 80 de votre chiffre d'affaires. On peut donc considérer que la classe A comme étant la partie la plus précieuse de votre stock. Donc, vous devez en prendre soin et la placer en haut de votre liste de priorités. Quand on passe aux articles de la classe B, ce sont des produits intermédiaires de votre stock dont on doit gérer en conséquence. Puis cette classe représente la partie de votre stock qui génère à peu près 15 suivant de votre chiffre d'affaires. Puis quand on passe à la classe C, en fait, ce sont les moins performants de votre stock. Donc, cette classe représente 5 de votre chiffre d'affaires. Donc, elle apporte très peu de valeur à votre
entreprise et devrait passer en dernier dans votre liste de priorités. Donc, comme on peut le voir, ce qui est recommandé comme bonne pratique quand c'est des articles de classe A, d'y aller par commande, de classe B, plutôt y aller par lot pour lot, puisque ça peut englober le plus d'articles, à peu près 80 de vos articles, comme on a mentionné. Puis le C, plus en point de commande, parce que c'est moins important comme article pour nous. Donc là, je vais passer plus au reflet du MRP dans le système intégré. Donc, la façon dont le MRP propose l'approvisionnement d'articles est déterminée par divers paramètres de la fiche article ou du point de stock, si vous avez plusieurs emplacements, et des paramètres dans la configuration de production. Puis, le tableau suivant montre comment plusieurs paramètres sont utilisés pour la planification. Il faut faire attention, par contre, les paramètres sont accessibles d'accès dépendamment de la méthode de réapprovisionnement que vous utilisez. Puis aussi, dans notre présentation, nous allons juste discuter de certains paramètres intéressants. Il y en a d'autres qui sont présents dans le système. Donc, lorsqu'on veut que le MRP nous propose des dates de réapprovisionnement, on peut utiliser différents paramètres. Il y a le paramètre de plage de temps qui permet la vérification du niveau d'inventaire après chaque plage de temps paramétré. C'est surtout utilisé quand on est dans des stratégies de point de commande. Aussi, lorsqu'on utilise le paramètre de point de commande, les propositions de commande sont généralement libérées seulement lorsque la quantité disponible est inférieure à une certaine quantité donnée. Il est possible de paramétrer un délai de sécurité où la proposition va être livrée dans la période précédant la date d'échéance qui a été demandée. Donc, par exemple, on a un délai d'1 semaine. Si notre date d'échéance est le 2 novembre, soit la semaine prochaine, le MRP va nous propose d'avoir une réception, en fait, pour le 26 octobre. Lorsqu'on passe à définir les quantités de réapprovisionnement, donc lorsqu'on veut que le MRP nous propose la quantité à réapprovisionner, on peut définir un stock de sécurité. Donc, la quantité de la proposition de commande est calculée pour atteindre le niveau d'inventaire minimum, soit la quantité de stock de sécurité. Puis, s'il n'y a aucune valeur, le niveau d'inventaire minimum est égal à 0. Donc, pour déterminer les quantités que le MRP propose, il est critique de sélectionner la méthode de réapprovisionnement de chaque article qui se trouve dans le système. Puis, si ce champ est vide, le MRP ne prend pas en compte l'article en question lorsque le plan est généré. Donc, les différentes méthodes que nous venons de voir précédemment, donc la quantité fixe de commande, la quantité maximum, la commande, le lot pour lot, doivent être bien paramétrées dans le système. Pour optimiser leur approvisionnement, soit limiter les suggestions de replanification, accumuler des commandes ou encore éviter des actions de planification qui vont être insignifiantes, il est possible de paramétrer certains champs. Il y a le champ période de replanification qui permet de spécifier une période pendant laquelle toute suggestion visant à modifier une date d'approvisionnement est toujours constituée d'une action replanifiée et jamais d'une action annulée ou nouveau. En fait, c'est les actions que Audriane venait de présenter précédemment. Donc, il y a aussi la période de regroupement de lots qui permet de spécifier une période pendant laquelle plusieurs demandes sont cumulées en une commande d'approvisionnement lorsque vous utilisez la méthode de réapprovisionnement de lot pour lot que nous venons de voir. Puis, la demande effectuée en dehors de la période de regroupement de lots n'est pas couverte par cet approvisionnement. Le MRP va générer une autre date pour ceux qui ne font pas partie de l'intervalle qu'on avait planifié. Puis, il est aussi possible d'utiliser la période tampon, qui désigne la période pendant laquelle vous ne souhaitez pas que le système de planification propose de replanifier les commandes approvisionnement existantes en aval. Donc, un dernier point pour les différents objets, on a aussi, lorsque la quantité de la proposition de commande est calculée, il y a un ou plusieurs modificateurs de commande qui peuvent l'ajuster. Donc, cela est dépendant de plusieurs champs. Il y a la quantité minimum commande qui spécifie une quantité minimale autorisée par une proposition commande d'article. Il y a la quantité maximum commande
qui spécifie une commande maximale autorisée pour une proposition de commande, puis le champ de commande multiple, qui permet de modifier la quantité des commandes d'approvisionnement planifiées. Donc, avec ces champs, les propositions du MRP pour une demande en question fonctionnent comme suit. Donc, la quantité de la commande proposée est diminuée si elle dépasse la quantité maximum de commande. Ensuite, elle va être augmentée si elle est inférieure à la quantité minimale. Puis, elle est arrondie par excès de façon à correspondre à un multiple spécifié de commande. Donc, ça fait le tour pour les différents objets qui sont intéressants dans notre système. Comme j'ai dit, il y en a plusieurs autres. Maintenant, on va passer à la feuille de planification et la feuille de réquisition qui sont présentes dans le système. On a aussi la feuille pour sous-traitance, mais sauf qu'on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Donc, on va surtout se concentrer sur la feuille de planification, qui est en anglais le Planning Worksheet. Puis celle-ci, elle est axée sur le MRP et le MPS qu'Audrey-Anne avait décrit tantôt. Elle permet l'exécution du plan régénératif qui examinera en fait l'offre et la demande, les niveaux d'inventaire, les dates auxquelles les articles composantes sont nécessaires, car il ne faut pas oublier que le MRP est dirigé en fonction des dates d'échéance. En fait, ça va être en fonction de tous les intrants qu'on avait décrits plus tôt. Sans oublier que le plan régénératif va prendre en compte aussi les fournisseurs préférés, les multiples, les minimums, etc., tous les paramètres dans le système qu'on vient de voir. Puis, une fois le plan est généré, il va y avoir une série de suggestions avec différents messages d'action. Donc, que ce soit de nouvelles propositions, comme on avait dit, des changements de quantité, des replanifications ou encore des annulations. Puis, une fois avoir visualisé les messages, la personne en charge des achats ou peu importe peut prendre des décisions. Il y a aussi, à partir de la feuille de planification, il est possible de se réapprovisionner par des commandes d'achat, des ordres de transfert, des bons de production et des ordres d'assemblage. Il est possible de faire des modifications sur ce qui est proposé dans le plan, soit supprimer certaines suggestions, modifier des dates de réception ou encore modifier des quantités. Ça nous laisse en fait de la flexibilité. Puis, à partir de la feuille de planification, il existe des fonctions importantes comme la fonction de suivi de commande, du order tracking en anglais, qui représente les quantités non assorties proposées dans le plan, mais que le système propose de commander en fonction des paramètres sur les articles. Donc, les commandes proposées ne sont pas toujours en fonction de leur demande exacte selon la politique de réapprovisionnement paramétrée, mais ça, Audrey-Anne va tout vous les montrer dans la démonstration que nous allons faire dans quelques minutes. Si je parle un peu de feuille de réquisition, dans Business Central, il y a également la feuille de réquisition qui va être axée sur la MRP. Elle permet le réapprovisionnement des commandes d'achat, des commandes spéciales lorsqu'on fait du cross-docking, par exemple, et direct quand on parle de dropship du fournisseur au client. Puis, elle peut être utilisée aussi pour les assemblages. Puis aussi, si je peux juste rajouter pour la proposition sous-traitance, on ne va pas le lister, mais il est possible d'utiliser cette feuille-là si vous avez des opérations sous-traitées, puis elle fonctionne de la même manière. Donc, on va passer à la démonstration. Oui. Donc, voici. Donc, ça va être le moment, en fait, de vraiment venir plus démontrer en détail, puis de façon plus concrète, pratique, les différentes données qu'on a vues précédemment, autant ce qui est configuration que la théorie, donc les politiques de réappro. On va vraiment voir comment ça se comporte en pratique dans le système. Donc, un ERP comme Business Central, c'est celui que nous avons la chance de travailler, en fait, c'est pour lequel nous travaillons chez Gestisoft là, en ce moment. Nous permet d'avoir un visuel, en fait, qui représente nos tâches et responsabilités sur l'interface. Évidemment, le visuel est personnalisable. Dans notre cas aujourd'hui, je serai gestionnaire de production. Je vais vous montrer dans le fond juste ici. Anne, est-ce que tu projettes? Vous voyez pas? Ah. Oui, parfait. Oui, excuse-moi. Ouf, phew. Super, merci. Donc, ici, pour en fait, les besoins d'exemple, je vais être gestionnaire de production dans le système, donc ça va me permettre d'accéder rapidement là, aux différents onglets que j'ai besoin. Puis pour les besoins de l'exemple aussi, la date de travail est en date du 11 avril. Juste pour pas que vous soyez surpris là, lors de la démo, les dates vont tourner pas mal autour de ça ici.
Donc, comme Dina vient juste de le mentionner, on a les 3 feuilles ici. Donc, la feuille de planification qui nous permet de calculer le MRP, donc la planification des besoins matières, et le plan de production, donc le MPS, en même temps. La feuille de réquisition, en fait, qui se concentre vraiment sur les composantes, donc tout ce qui est vraiment seulement MRP. Même chose pour la distribution. Puis, comme on a mentionné, il y a une des feuilles, en fait, la feuille de proposition de sous-traitance fonctionne vraiment de la même façon. Mais chez nos sous-traitants, ça veut dire que si, advenant, on avait des pièces à leur envoyer, on pourrait directement passer par là. Ce serait des propositions d'ordre de transfert chez notre sous-traitant, etc. Donc, ça fonctionne vraiment de la même manière. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur la feuille de planification. Et voilà. Donc, on accède en fait comme ça à notre feuille de planif, donc, où on va pouvoir venir générer nos lignes de planification. Alors, pour les générer, super facile, en fait, on passe par ici. On souhaite calculer la planification. Donc, on va se retrouver avec, en fait, cette page-ci qui est vraiment notre page filtre qui va nous permettre de sélectionner, en fait, de choisir si on souhaite rouler le PDP et le PBM, donc le PBM qui est en français, planification des besoins matières pour MRP. Si on souhaite faire les deux en même temps, donc ici, évidemment, on souhaite faire les deux en même temps. Aujourd'hui, je vais avoir un chapeau autant d'acheteur que de planificateur de production pour les besoins de l'exemple. Donc ensuite, les deux dates, en fait, la date de début, la date de fin, c'est l'intervalle pour lequel on souhaite rouler notre MRP. Donc, ça va venir prendre en compte la demande entre ces deux dates-là. Puis, on se souvient que la demande, c'est tout ce qui est au niveau des intrants. Donc, ça peut être autant des projets, des demandes de services, des prévisions, des documents de vente en cours, etc. Possiblement qu'on souhaite avoir un intervalle plus grand si jamais on a des articles avec des très longs délais, par exemple. Tu sais, comme ici, pour aujourd'hui, ça va être un délai de 3 mois, mais advenant qu'on souhaite planifier des projets beaucoup plus tard, puis qu'on sait que les articles qu'on a besoin pour ces projets-là ont des super longs lead time, donc des longs délais de réappro, évidemment, on peut le rouler sur un intervalle beaucoup plus grand. Ensuite, juste bon à savoir que c'est ici qu'on peut venir utiliser la prévision. Si on en avait, on pourrait venir les sélectionner ici, puis le MRP va prendre en compte cette prévision-là. Puis, en fait, ici, le petit onglet « Exclure la prévision antérieure », ça veut simplement dire, pardon, à partir de quelle date on veut prendre en compte la prévision. Puis, évidemment, c'est possible de venir filtrer si on le souhaite faire pour des articles en particulier versus rouler la feuille au complet pour toutes les demandes, etc. Puis, évidemment, on peut le faire soit de façon très centralisée ou on peut le faire par succursale. Dans BC, en fait, les succursales ou entrepôts sont nommés comme des emplacements. Donc, ici, on va s'occuper simplement de l'emplacement Blue. Alors, on roule le MRP. Une fois qu'on a rentré nos différents filtres, on appuie sur OK. Il va venir calculer, en fait, le plan. Toujours un petit moment. Donc, comme j'ai dit, le système a calculé la planification nécessaire qui est basée sur la demande qu'on a dans le système en ce moment, l'inventaire actuel, nos politiques de réappro et tous les autres différents paramètres qu'on a pu configurer autant dans notre fiche article que dans notre configuration de fabrication, de distribution, etc. Donc, on se retrouve avec des suggestions de production et ou de commande. Avant d'aller en détail dans les données qui sont inscrites ici, je vais juste passer les différentes colonnes, puis ensuite, on pourra passer à 2-3 scénarios là, pour vraiment bien illustrer le comportement du MRP. Alors, au niveau des colonnes, on a le message d'action. C'est ici, en fait, qui vient nous dire si c'est une nouvelle ligne par rapport à une nouvelle demande ou si, exemple, on avait déjà des bons de commande en cours, ce serait de modifier la quantité ou de replanifier, de faire les deux ou d'annuler notre commande en devenant que finalement, on n'en aurait pas besoin. Donc, le système va le faire automatiquement lorsqu'on le roule. Ensuite, il va nous dire aussi s'il s'agit en fait du PDP ou du MRP. Fait qu'ici, on voit, lorsque c'est du PDP, je peux l'élargir un peu. Donc, vraiment la planification de la production, ça va être coché ici. Puis, on peut le voir au niveau du type de commande qu'il s'agit d'un bon de production. Puis, les autres en dessous, c'est des achats. Fait qu'on peut voir la différence de cette façon-là. Ensuite, on a les dates de début et de fin. Fait que ça représente vraiment les multiniveaux avec les délais de réappro ou les délais de fabrication dans le cas du bon de production. Donc, on voit qu'il y a X nombre de jours ouvrables entre la date de début et la date de fin. Fait que ça, c'est tout au niveau des paramètres de tous les différents articles qui se retrouvent ici. Ensuite, ce qui est super cool, c'est que pour être en mesure de comprendre d'où viennent les commandes, on peut directement accéder à partir du MRP au suivi de commandes.
Alors, juste ici, suivi de commande. Puis, on va être en mesure de voir que, exemple, pour notre vélo, il s'agit de cette commande-ci, donc la commande 10-15. Puis, si on le souhaite, on pourrait afficher le document lié, donc dans ce cas-ci, un document de vente. Puis, on pourrait accéder à toutes les informations du client. On pourrait accéder à l'information du vendeur aussi. Si on a des questions, on pourrait directement, lui communiquer. Puis, on a, comme je disais, tous les détails. Le suivi de commande est surtout intéressant pour venir voir la quantité non assortie. C'est sûr que la traduction, ça ne nous parle pas beaucoup, mais ça, c'est tout ce qui représente, exemple, une quantité de stock à commander, mais qui n'est pas pour remplir une demande. Fait que les quantités non assorties, ce serait, exemple, pour remplir une politique de réapprovisionnement. Advenant que nous, on est en point de commande, ça veut dire que chaque fois qu'on est rendu à 50 unités, on souhaite en recommander 50 autres, ou on a un stock de sécurité de 50 unités aussi, le système va toujours vouloir venir remplir ces contraintes-là de politique de réappro avant la demande pour justement pouvoir poursuivre sa planification normalement. Fait qu'à titre d'exemple, puis juste pour que ça soit super simple et super clair à comprendre, on va dire qu'on a des vis, peu importe la vis, là, on va dire, on va prendre comme unité une vis, puis dans notre système, on souhaite toujours en avoir 50 en stock. 50 pour nous, c'est comme 0. Fait que là, c'est notre stock de sécurité. Donc, automatiquement, le système, si on vient en bas de 50, le système va nous demander de recommander le plus rapidement possible la quantité, soit totale de 50 ou la différence entre ce qui nous manque pour la revoir dans le système pour qu'on revienne à notre base avec un stock de sécurité de 50. Fait qu'évidemment, ça pourrait nous créer une exception ou un avertissement disant que on ne commande pas assez vite, on n'a pas commandé à temps, on ne l'aura pas à temps. C'est dans ce tableau-là, en fait, qu'on va pouvoir venir valider que cet avertissement-là, ce n'est pas pour remplir une demande, mais bien pour remplir notre stock de sécurité. Donc, on sait qu'on pourrait le commander, exemple, à partir d'aujourd'hui pour l'avoir le plus tôt possible, puis ensuite remplir cette contrainte-là. Fait que là, c'est vraiment pour vous expliquer, en fait, la raison d'être de l'information qui se trouve aussi au niveau de quantité non assortie. Parce que dans un monde idéal, évidemment, on ne veut jamais manquer de stock de sécurité. Donc, nos politiques de réappro seraient alignées avec ce paramètre-là pour jamais en manquer, puis toujours bien répondre à la demande. Donc, voilà. Fait qu'en anglais, c'est les untracked quantities. Possiblement que ça fait un peu plus de sens. Là, ça résonne peut-être plus la définition que la quantité non assortie. Ensuite, ici, on a les avertissements. Donc, pour l'instant, on n'en a pas. Ça veut dire que on serait prêt à procéder à la production puis aux achats de nos composantes. Mais advenant qu'on ait des avertissements, ils se retrouveraient ici. Donc, ça pourrait être inscrit avertissement, attention, exception ou urgence. Puis, ce sont tous des petits liens. Donc, si on clique dessus, on va pouvoir voir le message de façon plus détaillée. Puis, on va pouvoir essayer de prendre en compte ce que le système tente de nous dire pour prendre des décisions en fonction, en fait, de ces avertissements-là. Ensuite, évidemment, le message d'action ici. Je vais le grossir aussi. Ça veut dire qu'il se coche automatiquement dès qu'on n'a pas d'avertissement. Comme je mentionnais, ça veut dire que si on le souhaite, on pourrait venir automatiquement générer ici, exécuter tous nos messages d'action. En fonction de si c'est de la production, ça lancerait un bon de production. Si c'est des achats, on effectuerait automatiquement les PO. Donc, tout ça à partir là, directement du MRP. Voilà. Puis, autre petit truc intéressant, on parlait qu'on peut filtrer en amont notre page de planification, mais on pourrait aussi la filtrer par la suite. Là. Des fois, ça, en fonction du nombre de SKU, d'unités qu'on a dans nos données, en fait, dans les données de notre système. Ça peut être long, rouler le MRP, c'est normal parce qu'il prend en considération vraiment chaque demande, chaque paramétrage pour aller chercher la meilleure solution. Comme on dit, c'est comme un peu un solveur d'Excel. Des fois, on va souhaiter le rouler une fois périodiquement versus chaque fois recommencer, le rerouler avec des paramètres différents. Fait que si on le roule une fois, on peut quand même venir filtrer par colonne. Fait que, on pourrait venir ici ajouter un fil, dire, exemple, on veut seulement avoir les achats, on veut seulement avoir les bons de production, dépendamment c'est quoi mon chapeau dans l'entreprise. Donc, voilà. Alors, au niveau de la démo, c'est vraiment pour permettre de puis nous montrer comment on peut analyser puis bien comprendre là, cet outil d'aide à la décision. Donc, premier scénario, on l'a vu, je l'ai roulé. On a une demande pour des bicycles. Donc, ces vélos-là, on souhaite en fabriquer 10. On en a 10, ça veut dire sur des documents de vente. Le document de vente, c'est possible de le voir
ici, dans suivi de commande, on y avait accédé tantôt. Fait que ça, c'est vraiment juste à titre informatif là, pour dire que ça vient vraiment d'une demande, donc du document de vente. Et voilà. Donc, rapidement, étant donné que c'est un bon de production, donc c'est un article qu'on souhaite fabriquer, on se doute que notre configuration de cet article-là, c'est un article à fabriquer sur commande ou pour stock. Ici, on le sait que c'est sur commande puisque, évidemment, on a de la demande qui est liée. Automatiquement, si c'est un article fabriqué, on a une nomenclature de production, donc un BOM. Fait que si on vient voir ici un peu plus loin sur les colonnes, on a le numéro de nomenclature de production. Fait que ça peut être intéressant juste pour venir démontrer ce qui se trouve juste en dessous là, sur les autres lignes. Fait que si j'accède en fait à notre nomenclature de production de notre vélo, on voit qu'on a une roue avant, une roue arrière, des freins, puis un frame à notre vélo. Fait que en quantité de 1 pour chacune des composantes. Fait qu'évidemment, c'est exactement ce qu'on retrouve ici, puisqu'on a roulé notre PDP, donc pour pouvoir planifier notre production, et notre PBM pour être en mesure d'acheter nos composantes nécessaires à notre fabrication de nos vélos. Fait qu'on retrouve ici les composantes. Fait qu'on peut voir que pour 10 vélos, on va avoir besoin de chacun 10 fois 10 unités de chacune des composantes, en fonction des différents délais. On voit aussi que la date de début de notre première production de vélo de 10 unités est le 5 mai 2022. Donc, automatiquement, on souhaite avoir au plus tard nos composantes pour le 5 mai aussi. En fonction des différents délais de réapprovisionnement pour chacune des composantes, le système va nous demander de le commander à telle et telle date. Donc, on peut voir que notre roue avant, il nous demande de la commander le 2 mai. Ensuite, notre roue arrière, la 4 mai, etc. Donc, c'est pas tout passé, c'est pas tout en même temps, en fait. Mais on va toutes les recevoir en même temps, donc le 4 mai, pour qu'ils soient prêts et en inventaire le 5 mai et qu'on puisse débuter la production des vélos. Ici, la journée, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on peut configurer. C'est comme du temps de manutention. Ça pourrait être n'importe quelle autre bonne raison là, qui fait qu'on aurait besoin de mettre un délai supplémentaire. Fait que c'est toutes des choses qui sont configurables directement dans notre système. Donc, voilà. Alors, on peut voir aussi que en ce moment, ça ne le reflète pas très bien, mais chacune de nos composantes pourrait avoir des politiques de réapprovisionnement différentes. Fait que si on regarde ici, on a un petit outil qui nous permet d'avoir plus d'infos lorsqu'on vient sélectionner la ligne. Donc, on peut voir que notre roue avant est en paramètre lot pour lot avec une période de cumul de lot de 1 semaine. Et comme Dina l'a expliqué tantôt, la période de cumul de lot, ça veut dire tout ce qui va être pris en compte, toute la demande qui va être prise en compte, puis les commandes qui vont être faites par rapport à cette demande-là sur une période de temps de 1 semaine. Fait qu'en ce moment, il n'y a pas d'enjeu, on a seulement une journée, une commande pour le 9 mai. Donc, on est prêt à commander nos 10 unités de roue avant. Si on regarde la roue arrière, elle est aussi en paramètre lot pour lot, mais avec une période cumul de lot de 3 mois. Ça veut dire qu'advenant qu'on aurait une autre commande dans plus qu'une semaine, eh bien, on aurait un PO jumelé pour notre roue arrière, tandis que notre roue avant présenterait 2 PO différents puisque les périodes de cumul de lot sont plus écourtées, qui sont seulement d'1 semaine. Donc, c'est ce qu'on va en fait représenter dès maintenant. Fait qu'on prend, par exemple, peu importe le contexte, Dina, c'est la vendeuse, elle a vendu 10 autres vélos, donc on est une compagnie de vélos, on les produit, on les fabrique, donc, et voilà, on a une nouvelle demande dans le système, donc on va rerouler notre plan. Donc, on voit que les différents fils sont toujours les mêmes, étant donné que je l'ai roulé une première fois. Donc, je poursuis, je reroule, puis on va aller voir le comportement du système. Donc, on peut voir qu'on a une nouvelle demande dans le système en date du 30 mai. Donc, on avait la première qu'on devait débuter le 5 mai, livraison le 9. Là, on en a une pour le 30. On veut voir en fait comment le système se comporte en fonction de nos différentes politiques de réappro. Comme je le mentionnais, étant donné qu'il y a plus qu'une semaine entre nos deux dates d'échéance, donc nos deux dates de livraison, le système va avoir généré 2 PO différents pour les roues avant. Possiblement que nous, ce n'est pas ça qu'on souhaite. On aimerait ça éviter des frais de transport. En plus, on a des escomptes de volume chez notre fournisseur. Donc, on aimerait ça jumeler nos différents PO. On a la place pour le faire. On a de la place pour les mettre en inventaire le temps de la production. On sait que c'est des trucs qui sont dits vendus aussi, donc ça va se consommer rapidement. Fait que selon les stratégies qu'on a décidées dans l'entreprise, on décide que finalement, on aimerait ça avoir une période de cumul de l'eau qui est plus grande, comme les roues arrière, les frames, le brake et tout. Donc, rapidement, je vais juste vous montrer comment le système se comporte si on change notre politique de réappro pour avoir une période de cumul de l'eau de 3 mois.
Je vais passer vite. Évidemment, ça, c'est toutes des configurations qui vont nous faire plaisir de revoir en temps et lieu avec vous. Donc, rapidement, je vais aller modifier notre politique de réappro pour être en mesure d'avoir un comportement différent dans le MRP. Donc, période de cumul de lot, je vais la changer pour une période de 3 mois. Et voilà. Donc, on s'attend à ce que le système regroupe les deux demandes qui sont dans la même période de 3 mois à partir de la première date de production. Donc, si je le reroule, on devrait se retrouver avec un seul PO. Et voilà. Donc, pour les roues avant, le système est venu générer une commande regroupée de nos deux demandes. Donc, on se retrouve avec nos 20 unités sur un même PO. Ça veut dire qu'on va les commander en même temps chez notre fournisseur, puis on va les recevoir en même temps. Fait que voilà comment se comporte le système en fonction des politiques de réappro qu'on aura configurées en amont. Voilà. Ensuite, encore une fois, on va générer un troisième scénario avec une autre demande pour être en mesure de démontrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un avertissement. Fait que là, on rentre on se rapproche en fait de la réalité de la gestion du MRP de plus en plus. Donc, je vais juste valider avec la vendeuse qu'on peut procéder. Oui, bien sûr. Super, merci. Et voilà, je roule à nouveau, puisqu'on a une demande supplémentaire dans le système. Donc, on peut voir on regarde rapidement, on a en effet un avertissement. On va aller voir en détail ce que ça nous dit. Puis, on vient voir rapidement nos dates. Évidemment, comme j'ai dit aujourd'hui, j'ai deux chapeaux, donc autant acheteur que planificateur de production dans une entreprise, mais peu importe. Ça peut être la même personne qui s'en occupe. Ça dépend évidemment du volume, de tout ce qui est géré aussi par le MRP. Sinon, souvent, on va prendre ici, pour exemple, que ça pourrait facilement être deux personnes qui sont en communication. Donc, la personne qui s'occupe du plan de production a évidemment tous les données nécessaires dans le système, mais elle connaît aussi bien ses ateliers puis tous ses heures de travail. Puis, la personne qui est aux achats aussi connaît aussi bien la fréquence de la vente. On est en mesure de tout vérifier les saisonnalités et tout ça. Donc, deux personnes qui ont toutes ces compétences-là, qui travaillent dans le fond avec l'outil d'MRP, comme on disait, qui est un outil d'aide à la décision et qui ne fera pas le travail là, à notre place. Donc, on peut voir que rapidement, on a une demande pour le 18 avril. Comme je l'ai dit dans le système, présentement, on est le 11 avril. Fait que possible, on doit débuter, en fait, la production de ces vélos-là le 14 avril. Donc, ça, je prends pour acquis que le planificateur de production sait qu'il y a de la place dans ses charges d'atelier. Il va être en mesure de faire la production. Donc, moi, je dois m'assurer qu'on a tous les composantes en inventaire pour être en mesure de débuter cette production-là, dès le 14 avril. Donc, le système, ce qu'il me dit, c'est attention, tes freins, tu aurais dû les commander le 9 avril pour les avoir le 14 avril. Fait que c'est vraiment ce qui est inscrit ici. Si on regarde pour les avoir le 14 avril sur la ligne où on a un avertissement, on aurait dû les commander le 9, mais présentement, nous sommes le 11. Donc, si je regarde l'avertissement, on peut voir qu'en effet, la date de début, celle où on aurait dû commander les pièces, est antérieure à la date de travail, donc ça nous fait un avertissement. C'est à partir de là, en fait, qu'on rentre en ligne de compte et qu'on doit prendre une décision où on doit voir, en fait, les possibilités qui s'offrent à nous. D'abord, ce que je pourrais faire, c'est valider auprès de mon fournisseur. Bien, je pense que la première étape, ce serait de voir à quel point c'est une commande qui est dite importante. Fait qu'on va prendre pour acquis qu'en ce moment, on veut vraiment faire tout en notre possible. On serait prête à débourser un peu plus cher pour avoir les pièces plus tôt ou autres. C'est des décisions qui sont prises évidemment à l'interne avec la direction et tout ça. Donc, puis là, tu sais, j'en mets un peu plus, un peu plus large que nécessaire, mais c'est vraiment pour les besoins de l'exemple. Donc, par exemple, est-ce qu'on souhaite parler avec notre fournisseur, lui demander si lui est capable de nous les livrer avant, malgré les délais de réappro actuels? Est-ce qu'il est capable de nous mettre les pièces dans un avion pour qu'on les ait le plus tôt possible ou les lead times sont vraiment plus fixes? Est-ce que sinon, je peux parler avec mon planificateur de la production, lui demander s'il peut déplacer sa production? Est-ce qu'il serait capable de la faire en moins d'une journée si jamais on aurait les pièces plus tard, etc.? Puis, sinon, en fait, on discute de tout ça avec le vendeur pour voir si lui, il peut appeler le client puis valider avec lui qu'est-ce qui est possible de faire. Est-ce qu'il accepterait, en fait, ou est-ce que c'est grave pour lui ou simplement l'aviser que possiblement on ne sera pas en mesure de lui livrer les vélos le 18 avril, mais bien quelques jours plus tard. Donc, c'est toutes les choses
toutes les choses qu'il faut valider. Fait qu'en fonction de la décision qui va avoir été prise, possiblement que dans le contexte ici, là, on prend pour acquis que je ne suis pas capable d'avoir les pièces plus tôt, on n'est pas capable de squeezer, entre guillemets, notre production. Donc, il faut vraiment appeler notre client pour lui dire qu'on va devoir lui livrer plus tard. On se rappelle qu'en ce moment, on est le 11 avril, puis qu'il nous les avait demandé pour le 18, puis que la commande a été passée, exemple, aujourd'hui. Fait qu'on est quand même très proactif dans le processus. Pour vous montrer un exemple, ici, au niveau de la date de début, je suis en mesure de venir juste générer une petite information qui va m'être utile. Prendre pour acquis que je commande la pièce aujourd'hui, donc le 11 avril, un petit tab, puis ça me dit que je vais les recevoir le 16. Fait que moi, ce que je pourrais dire à mon planificateur de production, je lui dis, on va recevoir les pièces au plus tôt le 16 avril. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Bon, je ne peux pas les avoir avant, ils ne seront pas dans l'entrepôt avant le 17, donc je ne peux pas débuter avant le 18. Ça veut dire que ça va être prêt le 19. On prend pour acquis les jours ouvrables, blablabla, en connaissance aussi de toutes nos informations du système. Donc, on prend la décision d'appeler le vendeur, puis on lui dit que il faut aviser le client, on ne sera pas capable de les avoir à temps. Fait que dans le fond, là, mettons, on peut prendre pour acquis aussi que le client a accepté, ça ne le dérange pas du tout. C'était des vélos pour que ses contremaîtres puissent se promener dans son entrepôt. Donc, c'est pour remplacer sa flotte. Il n'y a pas de problème. Il peut les avoir une semaine plus tard. C'était vraiment, il n'y a pas d'enjeu de son côté. Donc, le vendeur va venir modifier la date. Tantôt, on parlait de l'importance des dates pour refléter une bonne précision, en fait, dans notre MRP. Fait qu'il va venir modifier la date dans le document de vente, la date de livraison souhaitée, ce qui fait en sorte que nous, on va avoir pris action, on va avoir regardé les différentes possibilités en amont, on va avoir discuté avec les différentes parties prenantes, puis finalement, la décision s'arrête sur le fait qu'on décide avec le client, en accord avec lui, qu'il va être livré un peu plus tard. Fait que là, je prends pour acquis que le vendeur a modifié la date dans le document de vente, puis lorsque je viens rerouler mon MRP, exemple, le lendemain, après avoir pris action et fait tout en notre possible, je peux voir que l'avertissement a disparu étant donné que le client a accepté de se faire livrer, exemple, le 22 avril. Dans le fond, toute cette petite mise en scène-là, c'est vraiment pour illustrer l'importance, en fait, de ne jamais cumuler d'avertissements. Fait que c'est vraiment ça, la clé du MRP. Oui, en amont, d'avoir vraiment bien configuré les différents paramètres, ces fiches articles, ces méthodes de réappro aussi, ça, c'est tous des trucs qui peuvent être vus à l'interne que la majorité des entreprises ont déjà. C'est juste qu'il faut bien les refléter dans le système. Puis, il y a plusieurs mesures de contrôle qui sont possibles pour valider ces éléments-là périodiquement. Je vais vous les présenter juste après, là, rapidement. Puis, en fait, c'est vraiment aussi pour illustrer qu'une fois que tout ça est bien configuré et bien seté, on est en mesure d'utiliser le MRP. La clé, c'est vraiment de rouler notre MRP de façon périodique, évidemment de passer les différents bons de commande, de planifier la production à l'aide de notre MRP. On peut le faire directement à partir de cette vue-ci, mais c'est vraiment de venir éliminer les avertissements. Comme ça nous permet une gestion en amont. Donc, on veut que tout le monde s'entende pour régler les exceptions, tous ceux qui ont affaire à gérer, à travailler en fait avec le MRP. Parce que le MRP, en fait, on va être en mesure de dire au client quand on va être en retard exactement. Donc, comme je disais, on est proactif versus réactif. Puis, le MRP, dans le fond, ce qui permet, c'est en amont, exemple, on sait qu'on va être en retard, comme dans l'exemple que je viens de présenter. Donc, on va prendre les décisions en conséquence, puis on va aviser le client en amont versus, exemple, tenter de tout faire à gauche, à droite, s'en rendre compte un peu trop tard, puis pas être en mesure de livrer le client demain, puis de se retrouver avec de l'insatisfaction de sa part versus lui avoir lâché un petit coup de fil de 5 minutes une semaine avant pour lui mentionner, en fait, le pépin auquel on doit faire face en ce moment. Fait que la MRP, en fait, c'est vraiment de mettre les efforts ailleurs versus gérer de l'insatisfaction ou de la panique et tout ça. Ça nous permet d'avoir une bonne vie d'ensemble puis de tout gérer en amont. Donc, comme je mentionnais, les derniers points, c'était vraiment de vous montrer comment un système de gestion intégré, donc qui centralise vraiment toutes les données de notre entreprise, permet aussi des mesures de contrôle efficaces là, afin d'assurer le bon roulement du MRP. Dans un contexte, comme je mentionnais, où plusieurs personnes ont accès à la configuration des articles et autres intrants de la configuration. Présence aussi de mise à jour de politique de réapprovisionnement. Des fois, il va y avoir des changements. Quand on engendre des changements de politique de réappro pour différents articles, il faut s'assurer que la configuration suit aussi. Ensuite, de minimiser évidemment les risques d'erreur, puis d'assurer un suivi périodique, comme je disais, toujours en amont. Donc, tout ce qui englobe le MRP, là, on parle vraiment de proactivité versus réactivité.
surtout quand on a du paramétrage erroné. Quand je parle de paramétrage erroné, c'est exemple, on a un article de type fabrication, mais qui n'a pas de BOM. Ça veut dire qu'on pourrait passer des commandes pour un article qu'on fabrique à l'interne, mais jamais on achète les composantes parce que le BOM n'a pas été inscrit dans la fiche d'article. C'est ce que je parle par, configuration erronée. Donc, je vais juste rapidement vous montrer une mesure de contrôle qui ne demande même pas la génération d'un rapport, mais bien simplement des filtres dans une vue liste. Les autres types de rapports qui nous permettraient d'exécuter des mesures de contrôle périodiquement, ce serait des rapports d'exception, exclure des services, des rapports de tous les articles, exemple, qu'on n'aurait pas de délai de réappro, puis tout ce qui est des items sans nomenclature, donc sans BOM ou sans itinéraire aussi. Puis ça, c'est ce que je vais vous montrer ici, là, vraiment par une vue filtre. Puis c'est un petit avantage d'avoir un système intégré. Pardon. Donc, exemple, je viens ici dans ma fiche article. Fait que ça, c'est vraiment ma liste d'articles. Je peux avoir accès à l'inventaire et tout ça. Si je souhaite venir faire une petite vérification de routine, je viens filtrer par système de réapprovisionnement. J'inscris bon de production. Puis, exemple, au niveau de la nomenclature d'assemblage, je viens filtrer aussi, puis je veux mettre vide. Fait que ici, les deux petits ont guillemets. Enter. Automatiquement, je viens faire une petite vérification de routine. Comme je disais, j'ai en effet un article, SP-SCM, etc., qui est supposément fabriqué, mais on n'a pas mis de BOM. Donc, ce serait à ce moment-là, ce serait le moment soit d'aller voir en fait ceux qui sont en charge des différents BOM, genre soit les ingénieurs, les acheteurs, dépendamment du contexte, puis de notre industrie, puis de leur dire hey, faites attention, on le flag directement. J'ai un article ici, OK, par chance, il n'est pas encore sur un document de vente, mais est-ce possible de tout de suite rajouter son BOM à l'intérieur? Comme ça, si jamais on a des commandes qui sont passées, bien, moi, je vais le voir dans mon MRP, sinon, je ne le verrai pas, on ne le commandera pas, on ne le fabriquera pas, on va être en retard, le client ne sera pas content, etc. Donc, voilà. Puis, c'est possible, évidemment, de venir enregistrer tous nos petits filtres ici. Fait qu'automatiquement, en arrivant sur notre page, je serai en mesure de venir sélectionner, pardon, BOM manquant, par exemple. Puis, je ferai cette petite vérification-là hebdomadairement ou autre. Donc, voilà. On peut retourner au PowerPoint pour la conclusion. Donc, pour terminer sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, donc, afin d'utiliser correctement l'outil de planification MRP dans votre entreprise, il est bien important de bien configurer vos articles en fonction des bonnes politiques de rapprovisionnement que nous avons vues, d'avoir une rigueur dans la saisie et la gestion des dates dans le système. Comme on a vu dans notre petite démonstration avec nos modifications de dates, on avait certains avertissements, on est venu les corriger. Il faut prendre en compte la demande au bon moment, selon les différentes stratégies manufacturières que nous avons vues également. Puis, comme a décrit Audrey-Anne, de bien gérer les avertissements, de ne pas en laisser, de prendre action en amont pour pouvoir livrer notre client le plus possible selon ses dates d'échéance. Puis, en fonction de ça, vous serez en mesure d'utiliser le MRP comme aide décisionnelle. Puis, il reste à voir comment il est possible de l'adapter à votre entreprise afin d'en retirer le maximum de bénéfices. Donc, on voulait vous remercier pour votre écoute. On a fini plus tôt, mais on a fait un peu le tour. On va passer à la période de questions, si vous en avez. Oui, donc en effet, on a quelques moments quelques minutes pour procéder à la période des questions là, par rapport au MRP en général. Vous pouvez utiliser le canal Teams ou simplement prendre la parole. Puis évidemment, s'il s'agit de questions plus spécifiques, il va nous faire plaisir de vous rencontrer un peu plus personnellement. Donc, c'est tout pour nous. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis nous vous laissons la parole là, si question il y a. Questions, commentaires. Moi, j'ai une question. Dans le fond, dans le cadre du module projet, comment est-ce que ça fonctionne un peu le MRP? Est-ce qu'on est capable de déclencher un peu les mêmes, la même planification, mais à partir des projets? Oui, tout à fait. En fait, les projets, c'est la même chose que la demande. Ça fait partie des intrants. Donc, tout ce qui est rattaché à un projet peut passer par le MRP. À quelques nuances près, là, en fait, les nuances, c'est plus après comment ça va être géré au niveau de la gestion du stock, mais au final, un document de vente ou que ça passe par le module projet, ça va apparaître de la même façon dans le MRP.
c'est vraiment considéré comme une demande aussi, une source de demande en fait. OK, merci. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que aussi, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions à la suite du webinaire, c'est que vous y pensez un peu, puis vous avez des questions que vous n'avez pas pensé lors de cette période. Vous pouvez nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis comme on a mentionné, en fait, la vidéo risque d'être disponible sur YouTube dans les prochains jours. Donc, à titre de référence. Puis sinon, comme dit Nadia, on demeure disponible pour toute question, précision ou conceptualisation un peu plus proche de votre réalité. Donc, super. Merci. Mais merci à vous. Merci Passez à une excellente vous. journée. Bonne journée. Bye bye.